Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince n'est pas fermée ce mardi, mais elle est passée en mode de fonctionnement limité sans offrir de services au public. C'est ce qu'a annoncé la représentation diplomatique américaine. La communauté des Caraïbes, CARICOM, se félicite de la décision prise par les gouvernements des Bahamas et de la Jamaïque de se joindre au Kenya pour contribuer à une force multinationale devant intervenir dans le pays afin de lutter contre les gangs. Les funérailles de la journaliste Liliane Pierre-Paul auront lieu le samedi 12 août au parc Sainte-Thérèse à Pétionville. En prélude aux obsèques, une journée d'hommage se tiendra le jeudi 10 août au palais municipal de Delhi. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince n'est pas fermée ce mardi, mais elle est passée en mode de fonctionnement limité sans offrir de service au public. C'est ce qu'a annoncé la représentation diplomatique américaine. Par contre, elle invite tout son personnel à rester confiné dans l'enceinte de l'ambassade jusqu'à nouvel ordre en raison de coups de feu à proximité de l'ambassade. Les déplacements sont interdits. Certaines routes vers l'ambassade peuvent être affectées en raison de tirs nourris, peut-on lire dans une alerte publiée sur le site de l'ambassade. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader en Haïti, les gangs ne cessent de gagner du terrain, les bandes armées continuent d'étendre leur emprise dans le pays et contrôlent désormais des quartiers huppés de Port-au-Prince qui étaient jusqu'ici un peu moins touchés par ces violences. Aujourd'hui, la capitale d'Haïti est contrôlée à 100% par les gangs armés. L'économiste Fritz Jean comprend que les Haïtiens, en majorité, souhaitent le déploiement d'une force multinationale dans le pays. Les gens sont disposés à recevoir les troupes étrangères parce que la population est aux abois. Les citoyens sont dans le désespoir total et sont prêts à recevoir n'importe quelle force pour les délivrer, analyse-t-il. Toutefois, il considère que le rétablissement d'un climat sécuritaire passe par la réforme des forces publiques. Il plaide pour une restructuration de la PNH désarticulée par la politisation et les connivences des officiels avec les chefs de gang. Bon jeune garçon et pratiquement comme si une jeune femme là-dedans, que l'État haïtien soit payé lui-même ou bien il veut un appui international pour former lui. Okay? Nous savons aller l'Équateur, il y a le Mexique, elle prend l'autre formation, etc. Mais nous pas gagner monde ça voilà. Si nous disons notre force de sécurité pour nous pas une façon pour intégrer. Il pas nécessairement qu'à l'armée que nous connaissons là, mais il faut que monde ça qui a des qui sont en pile training, nous entrions dans des forces spécialisées, soit pour frontières là, soit pour des occasions spéciales, spécifiques, qui correspondent à mission, pour permettre que nous gérer la situation ça. Là, je parle de forces sécuritaires, ça peut me parler de forces sécurité, je ne parler de forces de police seulement. Ou forces de sécurité, qui ont des unités spécialisées pour frontières, là, etc. Par exemple, kilomètres frontières pour gagner là, qui totalement sont en pile, sont passoires que liés. C'est pas possible. Pour pas gagner des forces spécialisées tout de la frontière pour suivre. Frontière n'est pas seulement question de contrebande. Frontière là, il y a un aspect de sécurité nationale. Sécurité nationale, non seulement pour bien qui a pour la douane garder bien, mais c'est pas pour la douane seulement payer seulement, non, pour garder qualité ça qui a pris. Moi-même qui vis du côté de la frontière, il y a des fois où il y a des viandes qui entrent, ou une machine avec machine climatisée, toute vite montée, ou pas qu'à prendre odeur machine qui a sorti en République dominicaine avec des viandes gâtées et puis qui a envahi le marché haïtien. Donc, on gagne toute une logistique, toute une mise en place pour qu'il fait pour construire l'autre pays, l'autre Haïti que nous avons parlé de lui. Donc, c'est clair. Et Wendel, pour me répondre à la question là, ou pas qu'à gagner tout jeune garçon, jeune femme, ça, voilà, que l'État haïtien permette de nos formations.
soit lui-même, soit aide internationale que le joigne. Et puis, jeune garçon, ça, voilà, en pile, là, son bon ingénieur, en pile, là, il y a un pile et formation, expérience en question des armes. Et puis, où il y a un problème, ça, ou pas un côté pour intégrer nos forces générales de sécurité pour permettre que nous redéfinissions ça que nous, la sécurité dans le pays d'Haïti. Donc, je me comprendre une situation monde qui est dans une situation de détresse. Par exemple, côté que je suis Suzanne, côté que maman Samson, pas été trop loin côté nous là. Donc, monde ça en détresse. Alors, nous comprenons que si votre troupe a besoin de libérer Samson, monde ça, c'est pas pour faire. Comprenez, on parler de situation monde. Mais nous-mêmes, quand même, nous supposons qu'on recule. Nous-mêmes, on dit justement qu'il y a partie de l'élite pays, l'élite pensante pays. Nous supposons qu'on recule parce que nous sommes 13 ans de ministère. Nous avons résultat. Le résultat, c'est que c'est le gang qui pue dans le pays. Ça que nous dit que nous avons la police, nous avons force de sécurité dans le pays qui supposé repenser. Et repenser force de sécurité, c'est à travers un remembrement de la police, un redimensionnement de la police. Et deuxièmement, un training. Le peu de ça, il faut qu'on fasse ce qui fait. Et deuxièmement, il faut qu'on remembre, mais remembre là, il signifie tout ça. C'est de vite, c'est même temps. Il ne faut pas arrêter aux forces de police, côté que les officiers mourent. Monsieur, pas gagné, parce que rien qui fait pour famille police, c'est ça. Comment on veut que le monde, ça lui-même, il baille la ville pour la nation, ça, qui lui-même, pas même qu'à occuper petit lit, l'allée. Donc, c'est tout un recadrage que nous faisons par rapport à la question de force de sécurité dans le pays. Donc, c'est ça que nous avons dit depuis longtemps, nous mêmes position par nous. Si il y a un appui, ils sont appuyés pour permettre de refaire la police. Parce que ce sont la police qui est déstructurée par rapport à conditions de vie, restructurée par rapport à effritement qui vient, restructurée par rapport à politisation des forces de police. Côté que, il y a fait mon entrée dans la force de police, n'importe qui j'ai pendant un certain temps, il démoralise les forces de police, le fait qu'il y a des gros chefs qui en relation avec des gens qui ont dans le pays. Donc c'est ça pour que nous repensions. Et en même temps, par exemple, système judiciaire, par exemple, pour gagner des policiers qui arrêtent des gens. Et là, comme ces journalistes, on a parlé avec les journalistes, toute la journée, vous entendez que des policiers à plein de ça. Oui, non. Dans le nord, que ce soit dans l'ouest, dans le sud, dans le caserne, ou bien dans le commissariat, qui prend. Donc, cette situation, ça quoi vivre. Si on va résoudre le problème, ça, le problème fondamental, là, qui conduit nous dans la dérive que nous sommes là, il a toujours persisté. La communauté des Caraïbes se félicite de la décision prise par les gouvernements des Bahamas et de la Jamaïque de se joindre au Kenya pour contribuer à une force multinationale devant intervenir en Haïti afin d'aider cette nation à relever ses défis de sécurité, lit-on dans une déclaration officielle de l'organisation régionale. La CARICOM espère que la mise en place de la force multinationale sera pleinement approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme preuve de l'engagement de la communauté internationale à améliorer les conditions de sécurité et humanitaire du peuple haïtien et à soutenir le rétablissement de la loi et de l'ordre, poursuit la déclaration. La communauté des Caraïbes réitère son engagement à poursuivre ses efforts de collaboration avec le gouvernement haïtien et toutes les parties prenantes pour trouver une solution dirigée par les Haïtiens au sort auquel leur nation est confrontée. Ainsi se conclut la déclaration officielle de la CARICOM. Nous avons appris que les funérailles de la journaliste Liliane Pierre-Paul auront lieu le samedi 12 août au parc Sainte-Thérèse à Pétionville. En prélude aux obsèques, une journée d'hommage se tiendra le jeudi 10 août de 10h à 18h au palais municipal de Delma. Le vendredi précédant les obsèques, un hommage solennel et une veillée en l'honneur de Liliane Pierre-Paul se dérouleront à Radio Quisqueya de 10h du matin à 6h du soir. Après les événements qui s'étaient déroulés autour de l'ambassade américaine dans la région de Tabar, celle-ci avait sérieusement réduit ses activités et avait commencé d'ailleurs par supprimer son service de visa.
aujourd'hui, nous apprenons que l'ambassade est totalement fermée aux visiteurs. Elle n'est pas, les employés sont là, mais n'accepte pas de visiteurs. Alors, pour essayer d'évaluer cette nouvelle, nous avons avec nous en visioconférence M. Makendel Ismaël qui va nous éclairer sur cette question. Bonjour M. Ismaël et bienvenue à Metro News. Bonjour Metro News, bonjour les auditeurs et téléspectateurs de Radio de la Métropole. Et effectivement, vu que j'avais déjà un peu réagir sur ce qui se passe actuellement par rapport à la décision des autorités américaines de retirer en fait, de fermer leur ambassade en Haïti, je pense que ça ne devait pas surprendre, ou du moins ça répond à une procédure normale. Dans tous les pays où les ressortissants ou le personnel de l'ambassade des États-Unis est menacé. Donc, selon la procédure, c'est la première démarche à faire, ou du moins ce sont les premières mesures à prendre. C'est premièrement réduire le personnel non essentiel, jusqu'à une suspension définitive même de visa et tous les services desservant le pays et dans lequel elle se trouve, et par la suite fermer l'ambassade. Donc ces mesures-là ont été prises déjà en 2013 en Égypte, en Arabie Saoudite, en Jordanie également, et c'était lors du printemps arabe. Donc, pour certaines personnes, c'est une mesure, je dirais, incomprise par le fait que Haïti est un petit pays, donc il ne veut pas avoir ces genres de décisions. Et surtout, quand on sait que les États-Unis ont la capacité, ont la possibilité non seulement de répondre à certaines attaques faites à leur ambassade, et aussi bien, ils estiment que les gangs ou les groupes, peu importe, ne devaient pas vraiment mettre les États-Unis en difficulté comme un pays qui ne peut pas contrôler la sécurité de son propre ambassade. Donc, c'est une mesure préliminaire qui est prise dans tous les cas similaires à ce qui se passe actuellement en Haïti. Oui, mais Monsieur Ismaël, contrairement à ce qui s'est passé pendant le printemps arabe dans les pays que vous avez cités, dans ces pays-là, les ambassades américaines étaient prises pour cible par une population hostile, ce qui n'a pas été le cas en Haïti. La population qui est allée camper, s'installer aux portes de l'ambassade n'était pas une population hostile. Elle ne cherchait pas à envahir l'ambassade ou à en chasser les occupants. Oui, mais là, dans les détails, on peut dire qu'effectivement, la population n'était pas hostile dans le sens qu'il menaçait directement le personnel de l'ambassade, mais les propos, que ce soit dans les discours que la population tenait, on pouvait voir que les États-Unis ou les Américains, particulièrement le personnel et l'ambassade des États-Unis, étaient pris pour cible. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont choisi non seulement de réduire le personnel, mais ensuite de fermer le service visa et par la suite, on va avoir la fermeture de l'ambassade. Donc, comme je l'aurais dit, c'est une procédure, hein, c'est une procédure, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que l'insécurité a atteint un niveau tel qu'il faut vraiment que toutes les ambassades partent. Si vous regardez bien, il y a certaines représentations diplomatiques encore présentes en Haïti. Donc, puisque eux, ils ont été la cible avec cette population qui avait fait le sitting devant leurs locaux, donc la première décision ou encore les mesures nécessaires à prendre, c'est de fermer pour
jusqu'à nouvel ordre, l'ambassade. Bon, ok. Bon, jusqu'à présent, je vous suis très bien. Donc, vous présentez cette mesure comme ce que les Américains diraient standard procedure. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde à partir du moment où une ambassade a été menacée. Mais, exactement. Dans ce moment que nous vivons, c'est-à-dire au moment où une force internationale s'apprête à venir en Haïti soutenir la PNH avec le Kenya qui se propose donc d'être à la tête de ce mouvement avec 1 millier d'hommes. Est-ce que vous croyez vraiment que cette procédure dont nous vivons aujourd'hui, la phase 1, peut continuer au moment où nous risquons, dans les semaines, dans les mois qui viennent, d'avoir sur place une force multinationale avec les Américains qui, bien entendu, ont déjà fait savoir qu'ils n'enverraient pas un seul soldat, mais qui ont aussi déclaré qu'ils apporteraient tout leur concours. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut envisager, ne serait-ce qu'une seconde, la fermeture définitive ou complète, même si elle n'est pas définitive, mais la fermeture complète de l'ambassade américaine de Port-au-Prince? Alors, vous avez fait le rapport entre l'intervention multinationale qui doit avoir lieu dans les jours prochains et la décision des autorités américaines. Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, la politique des États-Unis a changé complètement depuis leur intervention, je crois que c'était en 2004 ou même bien avant, ou avec l'intervention de la MINUSTAH, etc. Ils ont tiré des leçons à partir de tout ce qui se sont passés et ils se disent, bon, nous ne sommes plus les gendarmes du monde, y compris pour Haïti. Parce que quand ils interviennent, c'est-à-dire que ce soit les forces américaines, les forces armées, que ce soit dans des unités spéciales qui interviennent, on leur reproche souvent de ne rien faire dans ce pays à part semer un peu plus de chaos. Donc, je crois que la politique américaine a changé depuis. Après, on peut parler des interventions les plus conséquentes, comme leur intervention en Afghanistan et en Irak. Bon, mais depuis, la politique américaine en termes d'intervention a changé. Donc, pour revenir à ce dont on vient de mentionner, l'intervention qui va avoir lieu maintenant avec le Kenya en tête, si vous voyez bien, elle n'est pas chapeautée, en fait, cette mission n'est pas chapeautée par les Nations Unies. Et ça, il faut bien comprendre ça. Pas encore. On attend le vote. On attend le vote et le possible veto de la Chine et de la Russie, mais c'est sur la table. Non, mais même avec le veto ou pas, c'est que les Nations Unies ont déjà prévenu, donc ils ne vont pas chapeauter la mission. Et donc, ils l'ont dit. En fait, les responsables l'ont déjà dit. Donc, c'est pour dire que cette mission, c'est une mission multinationale, certes, avec des soldats comme des Bahamiens, comme les Kenyans, etc. Et d'autres nations qui vont s'ajouter probablement, et pour constituer cette force d'intervention pour je ne sais pas quoi. Parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle serait donc la feuille de route de cette mission. Bon, c'est le rôle de cette mission qui est attendue dans les jours qui viennent. Il y a une mission, comme vous le savez très bien, il y a une mission kenyane qui doit venir en Haïti et qui, de concert avec les autorités locales, vont précisément établir la feuille de route et j'imagine aussi éviter que les mêmes erreurs qui ont été commises avec la série de MINU que nous avons eues, de MINUSTAH, de MINUSTAH, etc., ne se reproduisent. Il est bien clair qu'il ne s'agit pas d'une force d'occupation, mais d'une force de soutien à la police. La perspective est totalement différente.
Ben justement, il n'y a jamais eu de force d'occupation proprement dite en Haïti après les interventions américaines de 1915, Oui, comme on le sait. oui, Il y a pas eu de force d'occupation. Maintenant, les forces que nous avons eues successivement viennent surtout dans le cadre des missions des Nations Unies. Et cette fois-ci, même si le Kenya fait partie des Nations Unies, le Bahamas et des autres pays qui vont constituer cette force, les Nations Unies ont déjà décliné par la voix de son secrétaire général que la mission ne sera pas chapeautée par les Nations Unies. oui. Ce ne Donc, seront pas des casques bleus, en d'autres termes. non, justement, ce ne seront Très pas bien. des casques bleus. C'est-à-dire, ces gens-là ne seront pas sous la responsabilité des Nations Unies. Et Exact. c'est là qu'il faut faire vraiment attention, parce que quand c'est des casques bleus qui débarquent et qui commettent des exactions, etc., on peut porter plainte, on peut quand même faire des recours. Mais là, puisque ce sont des forces multinationales constituées à partir des groupes ou des nations qui ont consenti de mettre au service d'Haïti leur contingent, donc là, il faut une forme juridique pour contrôler cette force qui va intervenir. Et c'est là que je vous dis que les Américains, s'ils disent qu'ils n'envoient même pas un soldat dans cette mission, c'est parce que la politique américaine a changé il y a longtemps. Et malheureusement, les Haïtiens, ils ne comprennent pas ça. Ils disent souvent que si le pays est comme il est, c'est la faute des Américains, c'est la faute de la communauté internationale qui d'ailleurs n'existe pas. Donc moi, je suis abasourdi de voir des gens qui applaudissent et qui disent, ben ok, on va avoir une intervention des forces kenyanes et les autres pays et que ça va apporter une solution. Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr parce que cette force doit quand même avoir une forme juridique qui permet l'intervention de cette force. Alors que, au point de vue des Nations Unies, ce n'est pas le cas, ce n'est pas des casques bleus. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y aura quand même un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour accepter ou refuser cette intervention multinationale, non? Oui, alors c'est pour dire qu'on est d'accord parce que tous ces pays qui vont constituer cette force font partie des Nations Unies, y compris Haïti. Très bien. Donc ils sont au courant, ils donnent leur aval parce que les Nations Unies permettent aussi à des pays d'avoir des relations multilatérales ou bilatérales sur certains points. Donc ce sera une affaire multilatérale dans un cadre bien défini. Donc, ce sont les conditions qui vont être imposées, que ce soit par le gouvernement haïtien et les responsables de cette force, et qui vont déterminer et qui vont définir clairement quelles seront la responsabilité juridique ou pas de chaque contingent. En d'autres termes, vous nous conseillez fortement d'attendre le résultat de cette mission que le Kenya doit envoyer et l'établissement de la feuille de route avant de se faire une opinion définitive sur les risques de succès ou non de cette mission multinationale. Oh oui, je le pense vraiment. En fait, je pense que c'est la procédure, comme je le dis toujours. Je suis toujours dans la procédure, vous m'excusez. Parce que le droit international, comme vous le savez, c'est toujours une question de procédure, donc, et de respect de principes et de loi. Donc, effectivement, il faut bien attendre l'évaluation de cette première mission. Il y a une première mission, ou encore une partie de la mission qui va intervenir pour faire une évaluation de la situation. C'est ça. Et après cette évaluation, ils vont établir une feuille de route. Exact. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que ça doit rester dans un cadre juridique pour pouvoir faire des recours. Au cas où il y aurait eu je ne sais pas, parce que il faut toujours se prémunir, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à tout moment. Donc, si les Nations Unies déclinent et disent « Ah ben, nous ne sommes pas responsables de ces contingents »,
Donc à ce moment, Haïti, où la population, au cas où serait victime de l'exaction de cette force, donc il faut avoir un recours. Donc c'est ça que j'insiste là-dessus. Oui, vous avez tout à fait raison. Cela dit, quand on se rappelle ce qui s'est passé avec la MINUSTAH et Oui. l'introduction du choléra par le contingent népalais, quel combat n'a-t-il pas fallu mener pour que l'ONU, je crois me rappeler que c'était M. Ban Ki-moon qui était à l'époque le secrétaire général, quel combat n'a-t-il pas fallu pour que, ils reconnaissent leurs responsabilités et qu'ensuite ils s'engagent à dédommager. C'est quand même l'ONU qui a introduit le choléra en Haïti, pays, maladie qui était totalement inconnue chez nous. Ben oui, on est tout à fait d'accord. Et là encore, vous l'avez bien dit, nous avons été directement voir l'ONU pour résoudre le problème parce qu'ils étaient responsables de la mission. Ils étaient responsables légalement et très connus internationalement. Donc, nous avons suivi nous avons suivi une procédure légale et maintenant, on peut dire que ça a été reconnu. La force népalaise a été reconnue comme le contingent qui avait vraiment propagé cette maladie. Oui, ça a été le premier combat qui était un rude combat et un deuxième combat encore plus rude et je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est terminé, mais pour que le principe de la réparation soit admis, là encore, j'ai l'impression que le dossier est encore ouvert, il n'a jamais été complètement refermé. Alors, si le dossier est encore ouvert, je pense que le reste maintenant, c'est aux responsables haïtiens de continuer de faire le suivi pour que une réponse adéquate soit apportée. Parce que quand vous êtes au tribunal ou sur une affaire quelconque, donc s'il n'y a pas de suivi, si vous n'insistez pas, ce sont les juges qui vont insister à votre place. Donc il faut demander réparation. Donc là, vous obtenez justice et réparation. Donc je pense que c'est d'abord le gouvernement haïtien et je sais qu'il y a certaines organisations de la société civile qui s'étaient impliquées dans cette démarche. Donc je pense qu'il faut continuer à demander justice et réparation. Très bien, Monsieur Ismaël. Bon, je crois qu'on a bien compris votre position. Vous n'êtes pas particulièrement surpris de la suspension des activités de l'ambassade américaine en Haïti. C'est une procédure normale, d'après vous, dès qu'une ambassade a été menacée d'une manière ou d'une autre. Vous attendez, comme tout le monde, que la feuille de route soit établie suite à la visite de la mission kenyane qui viendra ici rencontrer les responsables et établir donc la feuille de route de ce que sera cette mission internationale dont ils vont prendre la tête. On verra alors quels sont les rôles respectifs de la police locale et leur rôle à eux. De toute façon, 1 millier d'hommes, je crois que les Bahamas ont promis 300 ou 400. Je crois qu'il y a aussi la Jamaïque qui a proposé. La Jamaïque aussi a promis quelques centaines. Bon, ça ne fera pas 2000 hommes. Non. Voilà. Non. Donc, alors que c'est-à-dire que nous allons doubler nos capacités. Si on cumule les forces de police et les forces armées, dont pour l'instant on ne sait pas très bien ce qu'elles représentent en Haïti, bon, il y aura à peu près quelques milliers d'hommes sur le terrain, mais c'est surtout, je pense, l'appui technique qui risque d'être important. Si ces 1000 Kenyans arrivent avec
des contingents de drones, voire même quelques hélicoptères, ça risque de changer la donne très rapidement et ça permettrait à ce moment-là aux forces de la police de mener à bien ce combat. En tout cas, Monsieur Ismaël, nous vous remercions infiniment de vous être rendu disponible pour nous donner votre appréciation de cette décision américaine de suspendre ses activités au public. Et on entend bien que là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat d'après vous, donc il n'y a qu'à attendre les jours qui viennent pour voir comment tout cela va évoluer. Merci infiniment, Monsieur Makindele Ismaël, et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis toujours disponible, donc quand il y a des interventions en ce sens, surtout en ce qui concerne les relations internationales et la diplomatie, je peux toujours intervenir. Et c'est à moi de vous remercier. Eh bien, nous vous remercions de votre disponibilité. Je vous dis peut-être à bientôt. Une fois que les choses auront évolué dans ce sens, on fera de nouveau appel à vos lumières. Merci encore une fois et à bientôt. Voilà, c'était Monsieur Makindele Ismaël, spécialiste en relations internationales, qui nous éclairait sur ce qu'il faut comprendre de l'attitude américaine de l'ambassade. Et même, il est allé un peu plus loin en nous donnant son sentiment sur cette force multinationale avec le Kenya à sa tête. Pour conclure, reprise des titres. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince n'est pas fermée ce mardi, mais elle est passée au mode de fonctionnement limité sans offrir de service au public. C'est ce qu'a annoncé la représentation diplomatique américaine. La communauté des Caraïbes, CARICOM, se félicite de la décision prise par les gouvernements des Bahamas et de la Jamaïque de se joindre au Kenya pour contribuer à une force multinationale devant intervenir en Haïti afin de lutter contre les gangs. Les funérailles de la journaliste Liliane Pierre-Paul auront lieu le samedi 12 août au parc Sainte-Thérèse à Pétionville. En prélude aux obsèques, une journée d'hommage se tiendra le jeudi 10 août au palais municipal de Delma. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.